Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du 19-20. La France suspend à son tour ses liaisons avec le Royaume-Uni pour au moins 48 heures. L'Angleterre se reconfine pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19 et stopper une nouvelle variante du virus. Nous ferons le point à Londres avec Marc de Chalvron. Alors faut-il s'inquiéter de cette nouvelle souche du virus? Les épidémiologistes eux-mêmes s'interrogent. Un conseil de défense sanitaire par visioconférence vient de se terminer. Nous poserons toutes les questions qui vous interpellent à quelques jours des fêtes à notre invité Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Bonsoir et à tout à l'heure. Un dernier week-end de course avant Noël, du monde partout en France dans les magasins, reportage à suivre à Grenoble. Et puis, vous pensez sûrement à votre menu pour le réveillon du 24 décembre. Pas de panique si vous manquez d'idées, nous avons suivi une chef étoilée qui va nous livrer des astuces pour un dîner original, plein de saveurs. L'Angleterre se reconfine et c'est toute une barrière sanitaire qui se met en place. La France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, mais aussi l'Allemagne et l'Irlande ont donc décidé de suspendre leur liaison avec le Royaume-Uni. C'est toute l'Europe qui prend des mesures. On fait le point avec Emmanuel Lagarde, Luc Baziza et Marc Dana. À l'arrivée de l'Eurostar en gare du Nord, il y a bien plus de passagers que prévu. L'annonce d'un nouveau confinement à Londres a précipité le retour de nombreux Français. Dernière minute, on a dû en 1 heure en fait tout déballer pour arriver sur Paris. Donc fatigué, stressé. Je ne me rends même pas compte que je suis en France là. C'est la cata. Mon mari n'a pas eu de train aujourd'hui, donc j'espère qu'il pourra venir demain, que les frontières ne seront pas fermées ce soir. La décision vient de tomber. La France suspend ses liaisons depuis le Royaume-Uni à minuit pour 48 heures au moins. Elle rejoint ainsi un premier groupe de pays européens qui ont annoncé qu'ils stoppaient les liaisons en provenance de Londres. Les Pays-Bas l'avaient fait dès ce matin. En Belgique, la mesure entre en vigueur à minuit. Je pense que maintenant, il faut être prudent. Et donc la mesure qu'on a prise est une mesure de précaution pendant 24 heures. Et puis, on va décider si c'est nécessaire de prolonger cela ou pas. À Londres, ce troisième confinement en 1 an a vidé les rues. La célèbre Oxford Street ou les marchés de Covent Garden sont déserts à quelques jours seulement de Noël. Le ministre de la Santé britannique justifie cette mesure radicale par la grande contagiosité du virus. La nouvelle mutation du virus est hors de contrôle et nous devons reprendre le contrôle. Cette dernière nouvelle est un point final incroyablement difficile pour une année horrible. Il est vraiment important que tout le monde agisse comme s'il était porteur du virus. Dans la grande région de Londres, ce sont plus de 16 millions d'habitants qui devront passer Noël confinés, sans savoir à ce jour quand la mesure sera levée. Et on vous retrouve à Londres, Marc de Chalvron. Bonsoir Marc. Comment les Britanniques prennent-ils cette mesure d'isolement adoptée par plusieurs pays d'Europe ? Oui, écoutez, forcément, ils le prennent mal, cela les inquiète. En fait, ils ont déjà un sentiment d'isolement qui était assez fort, et notamment pour les Londoniens qui ont l'habitude d'avoir des liens forts avec l'Europe, de voyager pour des raisons professionnelles, y compris vers la France, qui vient donc de décider à son tour de fermer ses frontières. On ne peut pas parler vraiment d'un sentiment d'abandon, car ceux à qui nous en avons parlé comprennent ces pays européens qui ont décidé de couper les liens les uns après les autres devant la mutation inquiétante de ce virus. Mais cela s'ajoute à l'ambiance latente déjà très forte, ce nouveau confinement et puis le Brexit qui n'est toujours pas réglé. Bref, il est temps pour les Britanniques que cette année 2020 se termine. Merci Marc de Chalvron, en direct de Londres, en direct de la Lanterne à Versailles. On retrouve Jean-Baptiste Marteau. Bonsoir Jean-Baptiste. La France a décidé à son tour de suspendre ses liaisons. Est-ce que vous en savez plus sur ce qui a été dit lors de ce Conseil de défense sanitaire ? En effet, un conseil de défense sanitaire qui s'est tenu en visioconférence, ici à la Lanterne pour le président Emmanuel Macron, avec d'abord cette mesure effectivement très forte, symbolique. Pendant 48 heures, toutes les liaisons entre la France et le Royaume-Uni vont être suspendues. On parle des liaisons aériennes, ferroviaires, mais aussi maritimes, c'est-à-dire pour les transports de personnes, mais aussi pour les transporteurs routiers qui transportent évidemment des marchandises. Et le but aussi maintenant, c'est de préparer ce qui va se passer dans 48 heures. Il faut savoir qu'environ 300 000 Français vivent au Royaume-Uni, beaucoup veulent
revenir en France pour les fêtes. Et il sera donc procédé à un test obligatoire, test PCR obligatoire, avant de pouvoir revenir en France dans 48 heures, donc à partir de mardi. Et ça, c'est vraiment une première, cette mise en place de ces tests obligatoires pour pouvoir revenir en France de la part d'un pays, en plus membre du continent européen. Et ces 48 heures vont aussi servir à essayer d'avoir une stratégie européenne, définir une doctrine commune entre les États membres pour permettre d'avoir un contrôle, bien sûr, entre les France, l'Europe, le continent et les Royaumes-Unis. Il faut savoir quand même que cette mesure est extrêmement provisoire. C'est une mesure de précaution en attendant, bien sûr, l'avis des scientifiques sur cette alerte donnée par les autorités britanniques la nuit dernière. Merci Jean-Baptiste pour vos précisions. Alors faut-il s'inquiéter de cette apparente mutation du virus, une nouvelle variante qui se propagerait plus rapidement, qu'un impact également sur les vaccins qui arrivent sur le marché? Élément de réponse avec Khadija Adarizig. La mutation du coronavirus repérée au Royaume-Uni va-t-elle y rester confinée ou s'étendre à d'autres pays? Selon les scientifiques, la nouvelle souche serait 40 à 70% plus contagieuse que la première version. Peu de chances donc qu'elle ne traverse pas la Manche. On a quand même une épidémie en Angleterre qui est assez soutenue. Beaucoup de contacts entre l'Angleterre et le continent, bien sûr, surtout à cette période de l'année, malgré les restrictions. Il y a des gens qui rentrent chez eux. Pour être absolument franc, je serais surpris qu'ils ne soient pas arrivés en France. Arriver en France, avec quelles conséquences? C'est l'inconnu. Les mutations de virus sont monnaie courante. On n'en recense pas moins de 20 000 sur le coronavirus depuis le début de l'épidémie. Tous les virus aujourd'hui que l'on détecte ont tous subi des mutations. Les mutations, c'est la vie du virus, c'est son système d'adaptation. Dans ce cas précis, ce sont les protéines situées à la surface du virus qui ont muté. Une zone qui joue un rôle important dans la transmission. Les scientifiques anglais considèrent que la mutation a rendu le virus plus contagieux. Mais la nouvelle souche est-elle plus dangereuse? Remet-elle en cause l'efficacité du vaccin? Tout reste à prouver. On n'a pas d'évidence, à ma connaissance, que ce virus est plus dangereux, sera plus résistant aux anticorps neutralisants, sera plus résistant au vaccin. C'est trop tôt pour le dire. Les Britanniques ont été les premiers en Europe à commencer la vaccination il y a 2 semaines. Et avec nous sur ce plateau, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette nouvelle souche du virus, elle inquiète beaucoup. Est-ce qu'on doit s'inquiéter vraiment parce qu'elle est plus dangereuse? Nous avons eu un point sur cette variante du virus en Conseil de défense autour du président de la République. Ce que nous disent à ce stade les scientifiques, c'est que la présentation clinique de cette variante, c'est-à-dire les symptômes, le pourcentage de cas graves quand on attrape le virus, sont les mêmes que pour le virus que l'on connaît. Si on peut dire. Voilà. En revanche, qu'il circulerait davantage que le virus que l'on connaît là encore, pour la bonne et simple raison que dans certains territoires au Royaume-Uni, le virus circule beaucoup plus vite qu'ailleurs, et c'est dans ces territoires qu'a été détectée cette variante du virus. C'est pour ça qu'ils font le lien. Mais beaucoup de choses restent évidemment à prouver scientifiquement, mais d'ores et déjà, évidemment, par mesure de précaution, nous prenons des décisions qui s'imposent pour protéger nos concitoyens. Alors justement, la décision, c'est de suspendre toutes les liaisons avec le Royaume-Uni. Concrètement, comment ça va se passer pour les Français qui sont actuellement en Grande-Bretagne? Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer avant les fêtes en France? On a décidé de suspendre à partir de ce soir minuit tous les transferts de personnes avec le Royaume-Uni. C'est vrai que nous avons beaucoup de concitoyens qui sont au Royaume-Uni. Et qui sont inquiets ce soir. Qui sont inquiets, qui avaient prévu de revenir en France pour passer les fêtes avec leur famille. Ce que nous leur disons, c'est que ces 48 heures, elles vont nous servir à bâtir un système en coordination avec les autres pays européens qui permettra à la fois de protéger notre pays et en même temps de trouver les moyens pour eux, dans des conditions sanitaires évidemment très claires et renforcées, d'aller retrouver leur famille pour les fêtes. Donc d'ores et déjà, ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut pas attendre pour aller se faire tester, pour faire un test PCR. Jean-Baptiste Marteau disait qu'un test PCR serait obligatoire, vous nous confirmez? Quelle que soit la solution que nous allons retenir pour dans 48 heures, il est fort probable que le test PCR sera obligatoire. C'est la raison pour laquelle je pense que sans attendre, vu les délais qui sont très courts, il faut qu'ils aillent maintenant se faire tester. On les invite à y aller dès à présent, puisqu'il faut un délai avant de recevoir son test. Alors des pays qui coupent leur liaison avec la Grande-Bretagne, ça ne va pas arranger les relations avec ce pays. C'est un peu le Brexit avant l'heure, non, Gabriel Attal? Écoutez, là, on est sur une situation sanitaire particulière. Évidemment, à partir du mois de janvier, nous rentrons dans une nouvelle relation avec le Royaume-Uni, c'est évident. Mais nous prenons avec le Royaume-Uni des mesures qui s'imposent. Nous les prendrions de la même manière si un autre pays européen était concerné. Les mesures se durcissent dans plusieurs pays. On l'a vu, l'Italie qui reconfine. On va pouvoir passer en France Noël avec ses proches, se déplacer d'une région à l'autre.
Est-ce que c'est raisonnable, vraiment, réellement? Est-ce que les autres pays, peut-être, en font trop? Est-ce que nous, on n'en fait pas assez? Écoutez, les autres pays sont en train de converger vers des mesures que nous avons prises très tôt. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Là, il y a eu un assouplissement des règles juste avant les fêtes. Est-ce qu'on ne va pas le payer en janvier? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le virus continue à circuler en France, mais qu'il circule moins vite, beaucoup moins vite même, que dans hier soir, certains pays. Plus de 17 000 nouveaux contaminations. Oui, là où nous sommes à 30 000, 40 000, 50 000, parfois mais chez certains. Un objectif de 5 000 de nos voisins. C'est vrai, et c'est pour ça d'ailleurs que l'étape du 15 décembre du déconfinement n'a pas été franchie de la même manière que ce qui était anticipé au départ, que nous avons maintenu le couvre-feu pour le 31 décembre, que nous avons avancé l'horaire du couvre-feu, que les contrôles seront renforcés et qu'un certain nombre d'établissements restent fermés. Mais ce que je veux dire, c'est que... quand même l'inquiétude des Français qui ont peur peut-être d'être reconfinés après ces fêtes. Bien sûr. On parle de la 3e semaine de janvier qui pourrait vraiment être difficile en France, dans les hôpitaux. Vous leur répondez quoi à ces Français qui sont inquiets? Moi, je leur réponds que ce Noël, qui est vu parfois comme celui de tous les dangers, doit être celui de toutes les précautions. En faisant attention à nous-mêmes, à nos proches, en maintenant les gestes barrières, la distance pendant ces fêtes, nous nous donnons les moyens de continuer à vivre le plus normalement possible sans avoir à reconfiner. Mais ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est que nos voisins sont en train de faire des choix en termes de fermeture de commerces, de stations de ski, de lieux culturels, voire de reconfinement, des choix que nous avons faits il y a plusieurs semaines. Et on a été très critiqués à l'époque pour cela. On nous a plutôt demandé si on n'en faisait pas trop. Et donc, je pense qu'on a eu raison d'agir en anticipation très tôt, ce qui nous permet aujourd'hui, parce que le virus circule moins que chez nos voisins, de pouvoir passer des fêtes en famille, mais évidemment avec toutes les précautions qui s'imposent. Juste en 2 mots, des nouvelles du président Macron, qui est atteint du Covid, on le rappelle, il va bien? Et il traverse la Covid comme des millions de Français, c'est-à-dire avec de la toux, une fatigue. Son état est stable. Le médecin de l'Élysée l'a communiqué encore aujourd'hui, mais vous voyez bien que, évidemment, pour les dossiers importants, il continue à les suivre heure par heure et au quotidien. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous sur ce plateau du 19-20. Dernier dimanche avant Noël, vous étiez encore nombreux dans les magasins à faire vos courses et tenter de trouver le cadeau idéal qui fera plaisir à vos proches. Mais ça ne fait pas oublier, on l'a rappelé, que ça va être un Noël particulier et c'est forcément dans tous les esprits. Reportage à Grenoble de Julie Vitaline et d'Hugo Smack. Sur les étals de ce petit marché, les produits du quotidien côtoient ceux qui seront sur la table de Noël. C'est de la conserve de foie gras, c'est du mi-cuit. Et ben on vend plutôt bien, on vend plutôt des rôtis, de chapons, morilles, foie gras, des chapons entiers. Comme beaucoup de Français, les Grenoblois se préparent pour un réveillon pas comme les autres. Pas de repas à plusieurs, non. Ça sera à 2, tranquillement, et on ira voir ensuite les grands-parents de manière plus isolée. Je ne vais pas aller dans ma famille, donc je vais rester dans ma belle famille, ce qui est la première fois de toute ma vie. De toute façon, on va faire les gestes barrières, on va aérer, on va faire hyper gaffe, quoi. Hyper gaffe. D'habitude, on est 12, 14, alors bon, c'est pas la peine. Hein, vous vous rattraperez l'année prochaine? Ah ben j'espère, parce que là, il y en a marre cette année. Hein. En centre-ville, malgré la pluie, c'est la course au dernier cadeau. On travaille dans le commerce, donc voilà, on n'a pas le temps de venir et on s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Ou presque. Alors moi je suis pas dans les cadeaux parce que j'ai tellement de neveux et nièces que ça ferait trop. Et je leur ai dit que le cadeau c'était moi. Malgré la crise sanitaire, l'envie de faire plaisir à ses proches reste inchangée. Au niveau du budget pour les cadeaux cette année, ça donne quoi? Comme d'habitude en gros. C'est-à-dire trop. C'est important de faire plaisir cette année? Encore plus, oui. Nous, on a eu de la chance qu'on a gardé tous les deux nos emplois, donc c'est vrai que du coup, ça ne nous change pas plus, quoi. Mais déjà, la perspective d'un retour à des règles plus strictes en janvier inquiète. On aimerait se projeter et on peut pas. Ne pas faire de projet, en se disant allez, on part l'année prochaine en vacances, ça va nous remonter le moral, mais non. On ne sait pas si on pourra le faire. Ça, c'est un petit peu frustrant, ouais, c'est vrai. D'ici là, chacun entend bien oublier un peu la pandémie, au moins le temps des fêtes. Comme chaque dimanche soir, on regarde ensemble l'agenda de la semaine. Demain lundi, le Conseil d'État doit statuer sur la fermeture des cinémas et des théâtres. Plusieurs référés liberté ont été déposés pour contester la décision gouvernementale et demander une réouverture avant le 7 janvier. Vendredi, ce sera Noël, une fête bien sûr particulière cette année. On pourra retrouver ses proches sans oublier les gestes barrières. Et puis dimanche prochain, début de la vaccination dans l'Union européenne. Les 27 devraient commencer le même jour, après le feu vert de l'Agence européenne du médicament attendu en début de semaine prochaine.
Depuis le début de l'épidémie, ils se sont retrouvés en première ligne et s'apprêtent à passer des fêtes plus que chamboulées. Des étudiants infirmiers, des élèves kinés propulsés du jour au lendemain dans la vie active. Ils se sont retrouvés à 20 ans à s'occuper de patients atteints du Covid. Reportage en Belgique de nos confrères de la RTBF dans le cadre d'un partenariat avec les médias francophones publics. Reportage de Sophie Mergen et d'Étienne Navez. Attends, là, on fait une gazo parce qu'il va pas bien. Les alarmes sont incessantes. L'artillerie est lourde. Monsieur, on va vous aspirer. Ce patient est en train de se dégrader. Les équipes sont sur le pont car il manque d'oxygène. Ça veut dire qu'il est en dessous de la limite qu'on a mis. Donc ici, quand on a mobilisé le patient, il a commencé à désaturer. Et du coup, là, on vient de le recurariser encore une fois pour que là, on bloque tous ses muscles respiratoires pour que c'est vraiment la machine qui prenne complètement la relève. Derrière cette combinaison intégrale, un visage, celui d'Emerson, étudiant infirmier propulsé en unité de réanimation, déjà depuis le début de la première vague. Bonjour, vous allez bien? J'ai tellement peur. Et on va se mettre debout. Voilà. Autre combinaison, autre visage, celui d'Elena. Elle est étudiante en kiné, aucune formation d'infirmière, mais crise oblige, elle s'improvise soignante. Tous deux n'ont que 20 ans et des poussières, mais déjà sont catapultés en première ligne. Déjà, mon pied ne rentre pas dedans. Je suis coincée. Plutôt en rire, depuis qu'enfiler ces combinaisons est devenu un rituel. En classe, on apprend c'est toujours tout beau, tout rose. Une fois qu'on arrive sur le terrain, c'est complètement différent. Alors rire permet d'évacuer tout ce qui est accumulé. Quand on rentre à la maison, on entend encore les alarmes. Malgré qu'on n'est plus dedans, on entend encore les alarmes, on entend encore les bruits des respirateurs, les bruits des monitorings, on entend encore tout. J'ai eu des collègues infirmières qui eux travaillent sur le terrain, qui sont effondrés parce que voilà, elles ne pouvaient plus, c'était trop lourd pour elles. Et du coup, on a un petit peu servi de tampon, nous aussi, en tant qu'étudiants. Une aide précieuse pour les soignants, mais un investissement de taille, car Emerson vit avec ses grands-parents. Alors depuis qu'il vient ici, il doit gérer cette crainte de les contaminer. Ça veut dire que je les embrasse plus, que je prends toujours des distances avec eux, que c'est plus comme avant. C'est dur pour ma grand-mère, beaucoup. C'est très dur pour ma grand-mère. Mais la soif d'aider prend le dessus sur la charge psychologique. Bonjour madame. Bonjour. Pourtant, pour certains, tous ces gestes sont complètement inhabituels. Il y a encore quelques jours, Elena ne savait même pas faire une toilette. C'est tout nouveau. Enfin, j'essaye d'aider comme je peux, mais il y a plein de trucs, j'apprends beaucoup. Il faut dire que jamais elle n'aurait pensé déambuler dans ces couloirs. J'y aurais pas du tout cru. Déjà, le Covid, je me souviens, j'en rigolais avant. Genre, je me disais, c'est n'importe quoi, paranoïa et tout. Non, j'y aurais jamais cru. Même pendant le confinement, qu'on me dise que là encore, on était encore coincé avec ça, j'y aurais pas cru, vraiment. On pense à vous il y a quelques semaines. Ouais. Je suis miraculé. Vous faites un travail formidable. Comme la plupart de ses patients, Elena s'apprête à passer les fêtes ici, dans cette unité. Dès que le Covid sera fini, là, on verra notre famille et tout. Mais dans ma tête, il n'y a pas vraiment de fête, pas de Nouvel An, pas de Noël cette année. J'aurais jamais cru vivre une pandémie comme ça un jour. Et là, voilà, je suis étudiant, en plein dedans. Donc voilà, ouais, c'est vrai que ça va me marquer, ça. Ça va nous marquer. On ne l'oubliera jamais, c'est impossible d'oublier. Ce réveillon de Noël sera peut-être le plus particulier de leur vie. Il restera gravé dans leur mémoire, édulcoré par ce sentiment d'avoir pu se rendre utile. Se faire plaisir, on en a vraiment besoin avec des produits simples mais savoureux. À 4 jours du réveillon de Noël, on va vous donner des astuces pour préparer votre dîner, des idées faciles à réaliser tout en respectant un petit budget. Les conseils d'une chef étoilée qu'Éléonore Bailly et Éric Mézier ont suivis sur un marché parisien. Noël approche. C'est vrai. On a besoin de se faire plaisir cette année. Alors on comptait un petit peu sur vous pour nous donner des idées de saveurs inoubliables pour une année qu'on a envie d'oublier. C'est avec plaisir, on est au bon endroit, on est au marché d'Aligues, c'est un marché que j'adore. On va essayer de trouver des petits ingrédients pour notre petite entrée, une soupe de potimarron ou d'artichaut, on va voir. On va aller voir au marché aussi pour le plat. C'est parti? Pas encore d'idée précise de repas dans l'esprit de Julia Sevedjian, mais l'envie de se laisser tenter par ce qu'elle va découvrir en flânant. Ils sont beaux là. Ils sont beaux. Un potimarron tout seul, ce n'est pas très festif. La chef décide de l'agrémenter
avec des châtaignes. Les 4 gros panais là pour aujourd'hui? Les panais, ces longues carottes anciennes, la séduisent. Ils se marient bien avec le poisson. Julia Sevedjian choisit une dorade pleine mer, plus grosse et moins grasse que les autres. Elle est aussi l'achat le plus coûteux de la matinée, 26 €. Son restaurant fermé à la clientèle, la restauratrice nous invite à passer en cuisine. Secondée par son chef de partie, elle démarre la préparation. Objectif, trouver des combinaisons entre les ingrédients pour qu'ils dégagent un maximum de saveur. Je préfère faire des choses gourmandes qui ont du goût. Voilà, on a besoin de plats réconfortants et on n'a pas besoin de mettre de la truffe partout. Non, on va juste choisir des bons produits et voilà, les faire avec amour. Avec une étoile au Michelin à 21 ans, la plus jeune étoilée de France ne fait pas juste une soupe et du poisson. Pour dégager des arômes par exemple, elle ajoute à sa sauce une poignée de grains de café. C'est la petite touche originale pour les fêtes, je trouve ça sympa. Une inventivité partout dans sa cuisine. À l'assemblage, elle décore son velouté de châtaignes grillées et de graines frites de potimarron. Un trait d'huile à la truffe noire sublime l'ensemble. Et la touche finale de sa recette de la dorade, une poussière de café. Comme dessert, la chef propose un crumble cacao avec flamèche passion et ganache chocolat. Des plats préparés en 2 heures pour moins de 15 € par personne, un régal des yeux avant celui des papilles. Sa vie a basculé hier soir et Amandine Petit n'en revient sans doute toujours pas. Sacrée Miss France, cette étudiante en master de 23 ans est sur son petit nuage. Elle fait la fierté de ses proches et de sa région, la Normandie. Nicolas Lemarinier, Pierre Barba et Loïc Gazard. Miss France 2021 est... Et restera Miss Normandie. À 23 ans, Amandine Petit est devenue Miss France 2021. Élue Miss Normandie en septembre dernier, elle a su vaincre sa timidité pour accéder au podium. Ce soir, j'ai prouvé que même si on manque de confiance en soi, eh bien on peut aller très loin, il faut croire en cela. Merci. La jeune femme suit des études pour devenir directrice d'EHPAD et espère, grâce à son titre, soutenir la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer. À Bourguébu, son village natal près de Caen, aujourd'hui c'est un dimanche pas comme les autres. Ça représente le village et puis la région. C'est sympa. Depuis ce matin, eh bien, écoute, on n'arrête pas de regarder la télé en boucle, etc. parce que c'est un grand bonheur pour tout le monde. Dans la commune, beaucoup connaissent bien la jeune femme. C'est le cas de la boulangère. Elle a une superbe volonté, elle a un superbe caractère, elle est proche des siens, elle a tout pour elle. Vous êtes sa première supportrice en fait. On va pas dire la première, mais une des premières. Dans la famille d'Amandine Petit, depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. Les grands-parents sont très émus. Ça nous donne du bonheur, de la joie de revivre un petit peu, malgré nos soucis de santé, et c'était formidable. Et David, l'oncle de Miss France, il en dit quoi? Ma nièce est Miss France, incroyable, mais enfin elle mérite, hein, elle est jolie comme tout. Hein. Et puis elle est aussi jolie à l'extérieur que c'est une belle personne. Ah oui. À Bourguébu, on attend le retour de l'enfant du pays pour fêter ensemble le titre de Miss France. La déception pour les handballeuses françaises, elles n'ont pas réussi à s'imposer face aux Norvégiennes. Bonsoir Laurent Luyat, une défaite sur laquelle vous allez bien sûr revenir dans Stade 2. Oui, bien sûr, il y a eu des larmes, il y a de la tristesse, mais elles ont fait un superbe Euro, les handballeuses de l'équipe de France, et elles seront avec nous dans Stade 2. On parlera de la victoire superbe de Alexis Pinturo en ski à Alta Badia, de Kevin Mayer qui est qualifié, c'est sûr maintenant pour les Jeux Olympiques de Tokyo, et du football également à Lille. À tout de suite, Sophie. Quand même des bonnes nouvelles dans Stade 2. Merci oui. Laurent, à tout de suite. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dernier rendez-vous avec l'information le 23h, présenté par Jean-Christophe Galeazzi sur France Info, Canal 27. À 21h05, les enquêtes de Vera. Je vous souhaite de joyeuses fêtes les plus sereines possibles. Je vous dis à très vite. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27.